Le 27 août 1964, à North Fork, en Californie, Edmund Kemper, 15 ans, a abattu sa grand-mère Maude. Puis, en rentrant chez lui, le garçon a aussi abattu son grand-père, Edmund père. Est-ce que je pense que Kemper est le mal incarné? Forcément oui. Il en est la définition de violence et de mal absolu. On espère qu'il n'y a personne d'autre comme ça dehors. Kemper fils a alors appelé sa mère pour lui dire ce qu'il avait fait. Il dit « J'ai tué mes grands-parents ». Et elle lui répond « Eh bien, imbécile de garçon, appelle la police et reste là jusqu'à leur arrivée ». Libéré après seulement 5 ans dans un établissement psychiatrique pour criminels, Kemper a commis une série de meurtres visant de jeunes étudiantes universitaires. Elle faisait de l'autostop en rentrant de l'école. On l'a emmenée dans un endroit isolé, où elle a été abattue d'une balle dans la tête avec un calibre .22. Au total, un tueur en série impitoyable allait massacrer 10 personnes dont sa mère. Il démembrait généralement les corps et les profanait sexuellement, faisant d'Edmund Kemper l'un des tueurs les plus monstrueux au monde. Pendant près de 10 ans de terreur entre 1964 et 1960, une montagne humaine de plus de 2 mètres et près de 140 kilos, Edmund Kemper traquait des innocents. Sa zone de prédation s'étendait autour de Santa Cruz, belle ville balnéaire de Californie du Nord. Santa Cruz est surtout connue pour ses plages. Et des morceaux de leur corps ont été retrouvés dans le sable qui dépassait du sable. Vous imaginez l'effroi que ça a provoqué dans la population. Tu sais ce qui se passe? La vague de terreur de Kemper commence. Après avoir été libéré de l'hôpital d'État d'Atascadero pour le meurtre de ses 2 grands-parents alors qu'il était mineur. Il allait ensuite tuer 8 autres personnes, dont sa mère, sa voisine et 6 jeunes étudiantes. Quand des cadavres mutilés ont commencé à réapparaître, à moitié enterrés sur les plages locales, la population a été horrifiée. C'est une des périodes les plus étranges de l'histoire de la Californie. Terry Medina était enquêteur au bureau du shérif du comté de Santa Cruz. En ces temps difficiles pour l'État doré et les enquêteurs chargés de protéger sa population. On essayait de faire passer le message « Arrêtez l'autostop » et ça a provoqué une vive réaction. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'est le Flower Power, un mouvement de contestation contre la guerre du Vietnam. Et le système nous dira pas quoi faire. Et les flics non plus. On ne va pas arrêter l'autostop. C'est notre droit. On s'est battu dans les manifs. Assassiné. Il se passait donc énormément de choses dans la région de la baie de San Francisco. Forrest Shaw a perdu sa sœur Cindy en 1973. Ça a été très dur. Tove. Ma mère a perdu sa fille. Cindy Shaw, 19 ans, a été tuée de sang-froid par Kemper le 7 janvier 1973 dans les bois près de Santa Cruz et son corps inanimé a été profané. Oh, c'était une enfant pleine de vie. Tove. Elle était très généreuse et attentionnée. T'as souvenir. Mais là-bas. Top. De meilleures écoles, parce que ma mère s'est vraiment démenée pour qu'elle ait les meilleures études possibles. En Californie, dans les années 1970, les étudiantes sur les campus n'étaient pas les seules visées. On craignait que n'importe qui puisse en être victime, jeune ou âgé, homme ou femme. La raison, c'est qu'il y avait au moins 3 tueurs en série en liberté en Californie en même temps. Ah ouais. On comptait aussi un autre meurtrier, Herbert Mullen, qui a tué 10 filles dans les mêmes environs qu'Edmund Kemper. Courait toujours. Et la peur était très présente. Mais c'est l'histoire de l'un des tueurs en série les plus sadiques de l'histoire, Edmund Kemper.
Tout a commencé il y a environ 70 ans. Kemper est né en 1948, dans l'après-guerre. Au lieu d'être pour lui une période d'espoir et de prospérité, ce fut une période de maltraitance et d'abandon. Kemper vivait à Burbank, en Californie du Sud, avec sa mère Clarnell, son père Edmund Pear et ses 2 sœurs. Son père était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et avait participé à des essais nucléaires puis était revenu après la Seconde Guerre mondiale pour travailler comme électricien. Le père d'Edmund disait que les missions suicides, ce n'était rien à côté de la vie avec Clarnell. Clarnell avait une personnalité hors du commun. Névrosée, agressive, alcoolique et autoritaire à l'extrême. Et elle terrorisait à la fois son mari et son fils, tout en privilégiant ses 2 filles. En 1957, quand Kemper avait 9 ans, ses parents divorcèrent. Sa mère partit vivre avec lui et ses 2 sœurs à Helena, dans le Montana. Elle aurait profondément perturbé le psychisme du jeune garçon. Le maltraitait, le mettait à l'écart et le faisait se sentir misérable. Kemper exprime, plus que presque tout autre tueur en série, une haine indescriptible envers sa mère. Le jeune Kemper a développé des obsessions macabres. Il jouait avec ses sœurs à des jeux comme la chambre à gaz ou la chaise électrique. Et il leur demandait de l'attacher à une chaise. Puis il faisait semblant d'être électrocuté. Craignant qu'il ne fasse du mal à ses sœurs, alors qu'il n'avait que 10 ans, Clarnell lui ordonna de dormir au sous-sol. On peut voir les choses de 2 façons. La première, c'est que c'est d'une cruauté horrible. Et l'autre, c'est que cette mère a fait la seule chose possible pour protéger sa fille. Quelle qu'en soit l'explication, pour Kemper, c'était de la torture. Et il vouait une haine féroce à sa mère. À 13 ans, le jeune Kemper a fugué pour retrouver son père en Californie. Il y va, il retrouve son père, mais celui-ci ne tient pas vraiment à le revoir, il a refait sa vie. Il a un beau-fils, une nouvelle famille. Et Ed se sent terriblement rejeté à cause de ça. Mais sa mère aussi l'a rejeté. 1 an plus tard, elle l'a envoyé. À 14 ans, il part vivre chez ses grands-parents paternels dans une ferme à North Fork, en Californie. Sa grand-mère lui rappelle beaucoup sa mère. Elle est extrêmement dominatrice. Elle n'est pas particulièrement gentille avec lui. Kemper allait devenir un homme à la carrure imposante. À 15 ans, il mesurait déjà 1,93. Adulte, il a atteint 2,06 pour 136 kilos. C'était en quelque sorte une sorte de Frankenstein. Hélas, le sort en était jeté et l'adolescent à la carrure imposante allait passer à l'acte dans une rage monstrueuse. Le 27 août 1964, Kemper, alors âgé de 15 ans, tué pour la première fois. Sa grand-mère est assise à la table de la cuisine. Sans prévenir, Kemper va chercher un fusil. Et, dans la maison et là-bas, 2 balles, pour être sûr qu'elle est morte. Puis il s'assied à la table de cuisine, face au corps de sa grand-mère, et attend son grand-père. Il l'abat aussi. Puis, dans un étrange retournement de situation, Kemper prend alors une décision inattendue. Juste après avoir tué ses grands-parents, il appelle sa mère et lui dit « J'ai tué mes grands-parents ». Bon, espèce d'idiot, appelle la police et attends-les là. Il reste là, assis, à attendre la police. Il ne s'enfuit pas. Il ne fait rien. Une fois sur place, il lui demande pourquoi. Il répond « Je voulais savoir ce que ça faisait de tuer Maud ». Arrêté et diagnostiqué schizophrène paranoïde, Kemper a été interné à l'hôpital d'État d'Atascadero, en Californie. Dans cet établissement psychiatrique de haute sécurité pour criminels, Kemper semblait avoir trouvé la paix. C'était un vrai modèle. Il aidait le personnel, organisait les visites
et a commencé à effectuer des évaluations psychiatriques. À l'hôpital d'État d'Atascadero, ils ont découvert qu'il avait en fait un QI très élevé, de 145. Il est très intelligent, très manipulateur, et il a fait ce dont beaucoup de tueurs en série sont capables. Il a convaincu le personnel de l'hôpital qu'il était guéri, alors on l'a relâché. Le jour de son 21e anniversaire, le 18 décembre 1969, Kemper a été libéré et son dossier judiciaire de mineur a été placé sous scellé. Avec le recul, le rapport psychiatrique établi après sa libération avait de quoi choquer. Le rapport précisait notamment qu'Edmund Kemper, fils, ne représentait plus un danger pour la société. En fait, il n'est pas plus dangereux pour les autres que la moto sur laquelle il roule. Mais tragiquement, tout cela allait bientôt se révéler entièrement faux. En vivant avec sa mère, la rage de Kemper remontait de nouveau en lui. Chez les personnes habitées par ce que j'appellerais une rage psychopathique, il ne faut rien de moins que tuer. La torture et le carnage suffisent à offrir un bref soulagement. En mai 1972, la digue de sa rage finirait par céder. En seulement 11 mois, Kemper allait tuer sans pitié, éventrer, décapiter 8 nouvelles victimes à travers la Californie et se livrer à des actes de nécrophilie avec elles, dont 6 étudiantes très appréciées. Après seulement 5 ans passés dans un hôpital psychiatrique d'État pour avoir abattu ses grands-parents, Edmund Kemper était libéré le 18 décembre 1969. Ses 21 ans n'ont Seb Falk. Il a déménagé à Santa Cruz, en Californie, s'est installé chez sa mère, près de l'université où elle travaillait maintenant. Son casier judiciaire de mineur étant confidentiel, Kemper a pu obtenir un emploi en 1971 au département des transports. Mais ça s'est terminé trop tôt. Ed Kemper a eu un accident et a touché une belle indemnisation. C'est aux alentours blessé. Il s'est sérieusement blessé. Il ne pouvait donc plus travailler pour le département des transports. On a donc un jeune homme qui a beaucoup d'argent et beaucoup de temps libre. À 23 ans, Kemper passait ses journées à traîner, à conduire et à prendre en stop de jeunes autostoppeuses. Dans les années 1960 et au début des années 1970, sillonner en autostop les autoroutes ensoleillées de l'État doré était un passe-temps insouciant et une activité dans laquelle le futur tueur en série Edmund Kemper excellait. À parcourir les routes nationales de l'État. Il s'entraîne. Il comprend qu'il peut approcher les gens. Il a l'occasion de faire du mal à des gens. Sur une seule année, en 1970, Kemper affirmera plus tard avoir pris en stop puis déposé jusqu'à 150 jeunes femmes. Mais l'intérêt de Kemper pour les autostoppeurs allait bientôt tourner au sinistre. Il tournait en voiture autour de l'université où travaillait sa mère et prenait des étudiantes en stop. Il explique que c'était précisément parce que ces étudiantes avaient un lien, même éphémère ou symbolique, avec sa mère et sur le lieu de travail de celle-ci. Il a sur sa voiture un autocollant de l'université où travaille sa mère, alors les filles se disent qu'elles peuvent s'identifier à lui. Et il ne ressemble pas à un monstre. Le 7 mai 1972, les jours de procès de Kemper étaient terminés. Ce jour-là, à Berkeley, Kemper a pris en stop 2 étudiantes de 18 ans, Mary Ann Pesky et Anita Mary Lucasa. Il voulait qu'on les emmène à l'université Stanford, à une quarantaine de miles de là. Le mode opératoire de Kemper était assez simple. Il roulait en voiture. Il cherchait des autostoppeurs vulnérables, des proies faciles. Elle devait avoir des traits qui lui rappelaient sa mère et qu'il trouvait désirables. Et là, il leur proposait de les prendre en stop, c'était des étudiantes, des filles à l'université. Ils avaient toute la vie devant. Ils étaient heureux. Cela représentait ce qu'ils n'avaient pas.
C'étaient souvent des filles qui le rejetaient et avec lesquelles il ne pouvait pas avoir de relation, mais il les désirait quand même. C'était donc sa façon d'approcher ces femmes. Kemper a emmené les deux jeunes femmes dans un bois isolé. Le grand homme de 300 livres les a ensuite fait sortir de la voiture et les a tous deux menottés. Kemper a ensuite enfermé l'une des femmes encore vivante dans le coffre de la voiture pendant qu'il tuait son ami. Souvent, il leur dit « Je ne vais pas vous tuer » pour les calmer et éviter qu'ils paniquent ou essaient de s'enfuir. Assassine vraiment, puis il a des relations sexuelles avec leurs cadavres. Kemper les a poignardés puis étouffés, l'une après l'autre. Il a ensuite mis les corps dans le coffre de sa Ford Galaxy et les a ramenés chez lui, à l'appartement qu'il avait désormais loué près de Santa Cruz University. Là, il démembra les corps et se satisfit avec les cadavres sans vie. Un aspect horrifiant chez Kemper aujourd'hui est que sa sexualité est complètement déformée. Il ne peut pas fonctionner efficacement sexuellement si la femme est vivante. La seule raison pour laquelle il ne les viole pas avant de les tuer, c'est qu'il ne veut pas être rejeté par elles. Isuel avec un cadavre, il ne va pas te rejeter, il ne va pas t'insulter. Ou vous rabaisser de la même manière que sa mère l'avait insulté ou rabaissé. Kemper a ensuite dissimulé les parties du corps dans des sacs en plastique et en a entreposé certains morceaux chez lui et d'autres dans le coffre de sa voiture. Partialisme. C'est ce qu'on excitation sexuelle liée au fait de conserver des parties du corps. Et je pense que pour Kemper, c'est sa façon de rester proche de ses victimes et de les posséder et de porter littéralement une partie d'eux avec lui. Kemper abandonnerait plus tard les parties du corps profanées dans les Santa Cruz Mountains près de Berkeley. Un couple qui était en train de faire une randonnée et de promener son chien est tombé sur ses têtes par la suite. Nous avons identifié Marianne Pech et Anita Lucasa et nous découvrons que ces deux jeunes femmes faisaient de l'autostop. À notre insu, il s'agissait des deux premières victimes d'Edmund et Neil Kemper. 4 mois plus tard, en septembre 1972, Kemper tua de nouveau. Cette fois, sa victime était une jeune fille de 15 ans, Aiko Koo. Ça m'a vraiment fait mal. Cela a vraiment été une victime difficile pour moi. Aiko Koo était cette jeune fille coréano-américaine qui vivait avec sa mère, qui travaillait à la bibliothèque de l'Université de Californie à Berkeley. Sa mère était dévouée à cette jeune fille. C'était une mère célibataire qui élevait cet enfant. Elle apprenait à danser et suivait des cours de ballet, et sa mère lui confectionnait des costumes. Le 14 septembre, Aiko se rendait à son cours de ballet à San Francisco, à 25 miles de là. Habituellement, elle prenait le bus, mais ce jour-là, l'étudiante consciencieuse était en retard. Elle était à un arrêt de bus et elle a raté le bus. Elle ne voulait pas être en retard au cours de danse. Elle était tellement anxieuse à ce sujet et tellement frustrée. Alors elle a commencé à chercher des trajets. Et Edmund Kemper sillonnait le quartier à la recherche de victimes et s'est arrêté. J'ai traversé le Bay Bridge jusqu'à San Francisco, mais j'ai continué à rouler. Et cette jeune fille sait maintenant qu'elle traverse San Francisco en voiture, pas là où elle veut aller. Il rejoint la Highway 1 et voyage maintenant vers le sud en direction de Santa Cruz. Et elle est simplement paniquée, elle pleure et veut qu'on la laisse sortir. Et il prend un virage sur une route de campagne. Elle a une chance ici. Il entre dans un champ à la lisière d'une forêt.
il va la tuer. Il sort de la voiture pour prendre une arme dans le coffre, un couteau. Elle verrouille la porte. Elle verrouille la voiture et le laisse dehors. Mais elle ne sait pas comment démarrer la voiture, encore moins la conduire. Kemper fit jouer son charme fatal pour essayer de convaincre la jeune fille qu'il ne lui voulait aucun mal. Comme il nous l'a expliqué plus tard, il a passé plus d'1 heure à l'amadouer, l'encourageant à déverrouiller la voiture et à le laisser entrer. Si je me souviens bien, c'était des choses comme « Je suis désolé, je vais te laisser partir. Laisse-moi entrer, je ne te ferai pas de mal. » Et elle le laissa entrer. Et elle a été tuée. Kemper l'a étranglée, puis violée et assassinée. Il a ramené le corps sans vie dans son appartement où, comme il l'a détaillé plus tard, il a découpé le corps et a eu des rapports sexuels avec le cadavre. Les femmes étaient une source de rage. Elles devinrent un point focal de sa sexualité. Il a évolué autour de la mort plutôt qu'autour de la vie. Il ne voulait pas célébrer une relation avec une femme. Il voulait humilier et détruire une femme. Mais la caractéristique cruciale de Kemper, quelque chose qu'il a en commun. Avec beaucoup de tue-l'amour, y a-t-il des moments quand le niveau de rage, de haine et d'intensité en lui est vraiment hors de contrôle. La rage et la violence implacable de Kemper ne connaissaient désormais plus de limites. Dans les mois qui suivraient, sa série de meurtres s'accélérerait et Kemper tuerait, dévasterait et profanerait les corps avec insensibilité. De 5 autres femmes. En septembre 1972, Edmund Kemper avait tué et démembré 5 personnes innocentes. Ses grands-parents paternels, 2 étudiants universitaires de 18 ans et une lycéenne de 15 ans. Il s'est livré à la nécrophilie. Il s'est livré à des actes sexuels avec les parties démembrées du corps. Kemper a éviscéré certaines de ses victimes. L'éviscération est simplement le processus qui consiste à retirer les organes du corps. Ouvrir la cavité corporelle et constater que des organes manqués serait immédiatement évident et manifestement très inquiétant. Pour aggraver les choses à l'époque, les détectives locaux avaient peu idée de ce à quoi ils avaient affaire. Ce que nous ne savions pas à l'époque, c'était pendant la période de fin 71 jusqu'au début de 73, 2 tueurs en série opéraient au même endroit, au même moment. Herbert William Mullen en a tué 13. Donc c'était déroutant pour nous. Au début, nous pensions qu'ils devaient être liés. C'est inhabituel, mais les preuves ne les reliaient pas. Alors que le Zodiac Killer est également soupçonné d'avoir assassiné 7 personnes dans le nord de la Californie en 1969 et Charles Manson jugé en Californie du Sud en 1970, les citoyens de l'État étaient en plein tumulte. Nous avions 2 magasins dans notre communauté et ils étaient en rupture de stock d'armes et de munitions. En janvier 1973, Kemper a frappé à nouveau. Sa proie était Cindy Shaw, 19 ans. Pour sa famille, la douleur qu'ils ont ressentie est encore difficile à supporter. Son frère Forrest se souvient de ses premiers jours éprouvants après sa disparition. Vous savez, nous ne savions pas si elle s'était enfuie ou si elle avait été, vous savez, enlevée. C'est le milieu de l'hiver et c'est très déprimant. Et vous savez, on se met juste à penser à des choses. Cindy était une étudiante dévouée et travaillait dur pour subvenir à ses besoins. Toll, un emploi de jeune fille opère à Santa Cruz, California, et y a fréquenté l'école. Toll. Puis s'occuperait ensuite des enfants. Et elle allait dans... C'était un collège universitaire appelé Cabrillo. C'était adjacent à la Cal State University Santa Cruz. Le 7 janvier, Kemper était de nouveau en chasse. Il était sur la Highway 1 roulant vers l'est s'éloignant de Santa Cruz. Toll.
en faisant de l'autostop. Il fait froid, arrêtez. Et elle avait d'un autocollant du personnel de l'école sur le pare-choc. Dora. D'après les rapports de police, ils ont dit qu'elle s'est probablement sentie à l'aise pour monter, et qu'elle a été emmenée. Une zone isolée où elle a reçu une balle dans la tête avec une arme de calibre .22. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais elle a été démembrée. Des parties de son corps ont été jetées dans l'océan Pacifique. Tevla. Elle a gardé son sang-froid. Ceci. C'est difficile d'en parler, mais ça a presque 50 ans. Donc c'est un peu plus facile maintenant. À l'époque, Kemper faisait encore l'objet d'analyses psychiatriques régulières, une condition de sa libération conditionnelle après avoir purgé une peine en tant que mineur pour avoir tué ses grands-parents. Il passait un entretien final avec un psychiatre dans une ville voisine. Le psychiatre, dans son rapport au tribunal, a dit qu'Edmund Kemper avait été réhabilité. Le problème avec ça, toute cette histoire, la tête de Cynthia Shaw était dans un sac sur la banquette arrière de la voiture d'Edmund Kemper au moment de cet entretien avec le psychiatre. On observe souvent ce type de comportement chez les tueurs en série. Ils y prennent plaisir. Et ils veulent varier les choses, garder ça intéressant et s'amuser un peu. Ce genre de logique bizarre, pseudo-schizophrénique, est caractéristique d'un niveau de pathologie que nous observons chez très peu de personnes dans le monde. Au début de 1973, à Cour d'Argent, Kemper est retourné vivre chez sa mère et les meurtres ont continué. Seulement 4 semaines après sa dernière attaque, le 5 février 1973, Kemper tua de nouveau. Rosalind Thorpe et Alice Liu furent nos 2 victimes suivantes. Il nous dira plus tard qu'il leur a effectivement tiré dessus en quittant le campus. Poignarder toutes ces victimes à mort commençait à représenter beaucoup de travail. Ça commençait à le déranger. Beaucoup de sang, il nettoyait tout. Alors il est allé acheter une arme, et alors qu'il se rendait vers la ville de Santa Cruz, il s'est simplement retourné et lui a tiré dessus. L'un était sur le siège arrière, l'un était sur le siège avant. Dans la semaine qui a suivi les 2 derniers meurtres d'étudiantes, des morceaux de corps ont commencé à s'échouer sur le rivage à Santa Cruz. Avec le temps, nous trouvions des parties du corps sur Cowell's Beach. D'autres morceaux ont été trouvés plus bas au sud de Monterey, entre Carmel et Big Sur. Et cela a commencé à créer d'énormes problèmes lorsque nous avons commencé à identifier des personnes, Cynthia Schall, Aikoku, un certain nombre de jeunes femmes. Il y avait clairement un schéma chez les étudiantes. Numéro 1, ce sont de jeunes étudiantes. Elles sont poignardées à mort. Ils sont démembrés, communs. Et tous les enquêteurs commencent à se concentrer sur « d'accord, maintenant ceci est une série de crimes ». Et le fil qui se tissait entre eux était l'autostop. Pendant sa série de meurtres de 11 mois, on disait que Kemper fréquentait un bar du centre-ville de Santa Cruz, appelé le Jury Room. C'est ici que son comportement a pris une tournure encore plus sinistre. C'est un bar en face du palais de justice. Beaucoup de flics traînent là-bas. Beaucoup de gens qui travaillent dans les tribunaux traînent là-bas. Des avocats traînaient là-bas. De la vie générale sur le plan personnel, Kemper était un doux géant. Même certains des policiers avec lesquels il s'était lié d'amitié le décrivaient ainsi. Il l'appelait Big Ed d'une manière plutôt amicale. Il savait donc qu'il passait pour quelqu'un de non menaçant. Je ne me souviens que d'une seule occasion où je l'ai vu là-bas. Il était tout au bout du bar. Il ne s'est pas, genre, imposé à qui que ce soit que j'ai vu. Pour moi, c'était presque comme s'il écoutait. Est-ce que l'un des détectives là-bas parle de l'une de ces affaires de meurtre?
obtient-il des informations de notre part? Très intéressant. Il s'est très bien intégré là-bas. Il leur soutirait des informations. Dolores Arizavera Vacron. Moi, je n'en veux pas aux flics. Voilà. Pourrait-il le savoir? Je n'ai jamais reproché quoi que ce soit à la police, d'ailleurs. Ils ont fait leur travail. Mais à l'insu de Kemper, en avril, un employé consciencieux de Santa Cruz a effectué une vérification de routine des registres de vente d'un marchand d'armes. Un employé au dossier du bureau du shérif trouve une fiche 3x5 Edmund Emil Kemper. Comme sur l'enregistrement de vente du revendeur pour l'arme, toutes les informations sont noircies. Pourquoi? Parce que son dossier avait été scellé. Mais elle pouvait voir à travers la panne de courant, et ça disait 187 PC, Madera, California. 187 PC est l'article du Code pénal de Californie pour meurtre. Le comté de Madera était l'endroit où il a tué ses grands-parents, beaucoup, il y a de nombreuses années. Elle a apporté cette carte à le lieutenant détective au bureau et a dit « Cette arme a déjà été livrée à ce type. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il soit censé l'avoir, mais son dossier est scellé. » Le 6 avril 1973, 2 détectives sont allés interroger Kemper. Il n'était pas chez lui. Il s'éloignait en voiture de la maison qu'il partageait avec sa mère lorsque le tueur a finalement fait son apparition. Kemper arrive en voiture et ils l'ont regardé sortir de la voiture. Souvenez-vous, il mesure 2,6 m. Il est énorme. Il a caché le soleil. Ils se sont identifiés et ont posé la question suivante. Avez-vous acheté une arme à feu? Il a dit oui, je l'ai fait. Ils ont dit nous ne pensons pas que vous soyez censé avoir cette arme et nous la voulons. Plus tard, il a dit je pensais qu'il savait que j'étais le tueur, qu'il allait ouvrir le coffre et les abattre tous les deux. Ce sont de très bons policiers, bien entraînés. Ils lui ont pris ses clés. Ils ne l'ont pas laissé ouvrir le coffre. Ils l'ont fait se déplacer loin sur le côté. L'un d'eux a ouvert le coffre, a pris l'arme, lui a donné un reçu, et ils sont partis en voiture. La police avait l'arme que Kemper a utilisée pour assassiner ses 2 dernières victimes. Kemper savait que ce ne serait désormais qu'une question de temps avant que la police ne découvre son terrible secret. Il décida qu'il allait mettre fin à sa folie meurtrière en tuant une dernière fois. Au printemps 1973, le tueur en série Edmund Kemper avait assassiné un total de 8 personnes en Californie. Parmi eux figuraient ses grands-parents paternels et 6 étudiantes qui faisaient de l'autostop à Santa Cruz et dans les environs. Venant tout juste de recevoir la visite de la police au sujet d'un problème avec un permis de port d'armes, Kemper décida d'en finir une bonne fois pour toutes avec un acte final et féroce. En avril 1973, Kemper commence à devenir un peu nerveux parce qu'il a reçu la visite de la police. Chant que ça, l'une des choses, provoque le meurtre de sa mère. En fin de compte, il croit que tuer sa mère est le seul moyen d'arrêter de tuer des co-aids. Il comprend en fait le lien et décide, presque comme un psychologue, « Je dois tuer ma mère parce que c'est la source de tous mes problèmes. Et une fois que je l'aurai tuée, je ne serai plus un tueur. » Le 20 avril 1973, Kemper attendit le retour de sa mère d'une soirée. Elle était rentrée, elle était saoule, elle était agressive, elle est allée se coucher. Et Kemper est allé la voir. Tu sais, ce jeune homme. Nous ne parlons de personne de vieux. Ce jeune homme cherche toujours l'affection de sa mère. Et elle se redresse dans son lit et dit « J'imagine que tu veux parler toute la nuit maintenant. » Et Kemper est tellement horrifié et bouleversé que d'une certaine manière, peut-être qu'il craque tout simplement à ce moment-là. Mais fait intéressant, il ne tue pas sa mère pendant qu'elle est réveillée. Il la tue pendant qu'elle dort. À 4 heures du matin, pendant que sa mère dormait, il prit un marteau, alla jusqu'à son lit et a enfoncé le marteau dans son crâne à plusieurs reprises. Il ne se contente pas de la tuer. Bien sûr que non. Il la décapite.
il utilise sa tête comme cible de fléchettes en lançant des fléchettes dessus. Crier dessus pendant 1 heure, lui crier dessus, tu ne vas plus me crier dessus. Tu ne vas plus me crier dessus. Et puis il fait quelque chose dont je ne connais aucun autre exemple dans les crimes en série. Il lui ouvre le cou, lui retire les cordes vocales. Et rappelez-vous, les cordes vocales de sa mère étaient l'organe incriminé, parce que c'est ainsi que elle l'a rabaissé, c'est comme ça qu'elle l'a critiqué, et il lui a arraché les cordes vocales et les a mises dans le broyeur à déchets. Il passa ensuite le reste de la journée, jusque dans l'après-midi, à couper, la mettant en pièces, la lavant complètement, nettoyer dans la baignoire et cacher les parties de son corps au fond de son placard. Mais tuer sa mère de 52 ans et profaner son corps ne devait pas être la fin de ces crimes cruels. C'était comme l'issue unique et inévitable de toute son existence. Et pourtant, il y avait une surprise désagréable à la fin, un retournement, parce que non seulement garder le corps de sa mère dans un placard et la tête, mais il invite sa meilleure amie à dîner le soir suivant. Kemper a demandé à Sarah Taylor Hallett, 59 ans, de passer à la maison à 17h. Madame Hallett entre par la porte. Il fait semblant de lui enlever son manteau, mais le pousse simplement vers le bas par-dessus son bras pour qu'elle ne puisse pas bouger. Là-bas à mort à coups de poing, la cache dans le placard de l'entrée. Sa voiture est déjà chargée. Et le voilà parti jusqu'à ce qu'il arrive à Pueblo, Colorado. Sa mère et l'ami de sa mère, Kemper prend la fuite pendant environ 4 jours. Il prend la voiture qui appartenait à l'ami de sa mère. Il décide qu'il va prendre la fuite. Il savait que les flics seraient à ses trousses et il prévoyait de leur tirer dessus quand ils essaieraient de l'arrêter. Kemper a roulé pendant 3 jours avant de finalement s'arrêter à Pueblo, Colorado. Le 23 avril, il est allé à une cabine téléphonique et a passé un appel stupéfiant. Il compose le numéro du Santa Cruz Police Department. C'est un vendredi soir animé à Santa Cruz. Kemper appelle. L'agent dit « Santa Cruz Police Department, puis-je vous aider ?» J'ai besoin de parler au lieutenant Shearer. Il ne travaille pas le week-end. Vous devrez rappeler lundi. Je dois vous mettre en attente. Kemper raccroche. Il s'énerve. Il raccroche. Il rappelle et il dit enfin « Hé, j'ai des informations sur toutes ces filles mortes. Maintenant, nous faisons attention. L'officier met tout le reste en attente et fait un excellent travail. » Souvent, les tueurs en série ne sont pas du genre à se battre jusqu'au bout. Souvent, nous voyons cela. Ils se rendent ou une fois qu'ils sont pris et qu'ils savent qu'ils ne vont pas s'en sortir, alors ils abandonnent tout. C'est presque comme s'il voulait la notoriété. La police locale est arrivée pour arrêter l'homme qui venait d'avouer être le tristement célèbre tueur d'étudiantes. Kemper occupe toute la cabine téléphonique. Ils le placent en garde à vue, le retiennent. Et l'histoire commence maintenant à se remplir et à se dévoiler. Nous avons envoyé le procureur du district, l'enquêteur du procureur du district et mon partenaire, l'inspecteur Alufi. Ils ont pris l'avion pour le Colorado, loué un break, et tous les 4 ont mis 3 jours pour revenir en Californie. Ils ont commencé par dire « Ed, pouvez-vous nous dire comment tout a commencé ?» Et il était assis là, exactement comme moi ici. Et il a dit « À telle date, à telle heure, j'étais à Berkeley, en Californie. » Kemper fait le lien entre tous les éléments de chaque affaire. Il était si précis qu'on a pu faire correspondre les preuves, ses déclarations et les scènes de crime. Selon certains analystes, après avoir tué sa mère, Kemper avait perdu sa pulsion meurtrière. Il a dit plus tard, j'ai commencé à me rendre compte de la folie de toute cette foutue histoire. Mais il a dit, et plus révélateur encore, que l'objectif initial n'existait plus. Et c'était, bien sûr,
Clarnell. Vu à quel point la relation de Kemper avec sa mère était malsaine, je pense que... Peut-être que si les choses s'étaient passées autrement, Ed Kemper n'aurait pas fini par faire toutes ses victimes. Donc je pense que la mère de Kemper a commencé à façonner l'histoire du tueur en série, mais c'est Kemper qui l'a achevé. Le 7 mai 1973, Kemper fut inculpé pour les 8 meurtres qu'il avait reconnus. Son procès a commencé 5 mois plus tard, le 23 octobre. Mais l'affaire a pris un tournant. Edmund Kemper a plaidé non coupable. Il avait une très bonne équipe d'avocats. Ils ont engagé l'un des meilleurs experts en médecine légale. Psychiatre de Californie, voire des États-Unis. Je dois dire qu'ils ont assuré une sacrée défense. Il sait parfaitement que, dans les faits, un hôpital psychiatrique d'État, c'est plus supportable que la prison. Donc il prend ici une décision assez calculée en invoquant la folie. Mais à ce stade, il ne trompait personne. On connaît la chanson. J'ai déjà été au tribunal 100 fois. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez comment une affaire va être abordée. Du côté de l'accusation, on se contente de présenter les preuves au jury en établissant le lien avec Edmund Kemper. Au fond, tout se jouait sur son état d'esprit. Après seulement 5 heures de délibération, le 8 novembre 1973, le jury a déclaré Edmund Kemper sain d'esprit et l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré pour les 8 chefs d'accusation. Il a été condamné à une peine de 7 ans à la perpétuité pour chaque chef d'accusation, les peines étant purgées concurremment. Edmund Kemper est toujours en prison à l'heure où nous parlons. Salvatore. Où est être? Et la société s'en porte mieux. J'espère qu'il n'en sortira jamais. Pas. Je ne suis pas sûr que ça m'ait vraiment apaisé. Tess. Mais je pourrais lui écrire là, avec juste « Ed, va te faire foutre ». Est-ce que je pense que Kemper est quelqu'un de mauvais? La réponse est forcément oui. Quand je pense à Aikoko, quand je pense à son mère, peu importe à quoi il ressemblait. En apparence, il incarne la violence et le mal. Vous espérez qu'il n'y aura plus jamais quelqu'un comme lui. Edmund Kemper finira ses jours en prison. Le carnage insensé et la violence inouïe qu'il déchaînait pour tueur 10 personnes, ses grands-parents, 6 étudiantes, sa mère et son ami, c'est ce qui fait d'Edmund Kemper ce qu'il est. L'un des tueurs les plus monstrueux au monde.